Hey gang, première rencontre avec Marie la physio. Ça part dans tous les sens. Vraiment, on a des cerveaux là, qui ont tellement de feux d'artifice à l'intérieur. Le sujet initial, ce qu'on s'était dit, hey, aujourd'hui, on montre aux gens à faire de la place dans leur horaire. On montre aux femmes à se mettre en priorité pour prendre soin d'elles. Puis, on a débarqué là, dans une multitude de réflexions. Puis, toute la pression de prendre soin de soi, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qui est mauvais. Bref, grande réflexion aujourd'hui. Un épisode qui est plus long que ceux de d'habitude, mais je t'invite à l'écouter avec autant de passion qu'on a eu à le faire pour voir qu'est-ce qui vibre avec toi, qu'est-ce qui vibre pas avec toi. Et j'ai très hâte d'avoir ton feedback sur ce premier épisode avec Marie la physio. Hey gang, c'est pas facile. Commencer le podcast avec mon invité aujourd'hui. Ça fait quoi, 20 minutes qu'on dit juste des niaiseries? À peu près. À peu près? À peu près. Là, on se ramène parce qu'on est dans un studio, en plus, hyper cocooning, là, hyper chaleureux, hyper cocon. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire des sujets hardcore dès le départ dans ce studio-là? Effectivement, c'était la proposition. Fait que, ben voilà, j'accueille aujourd'hui Marie-Ève. Écoute, dis ton nom de famille. Oui, Boyer-Rémiard. Oui, ça, on en parlait aussi, que c'était pas facile en première année, rentrer sa petite ligne, tout ce nom-là. Effectivement, c'était toujours Marie-Ève sur la ligne et Boyer-Rémiard là, qui longeait vers le bas. J'imagine. Donc, Marie, moi, je l'ai toujours appelée Marie la physio parce que sur le web, sur Instagram, sur Facebook, elle s'appelle Marie la physio. Fait que, tu sais, elle avait pas de nom de famille. Son nom de famille, c'était la physio. Fait que je suis tellement contente de te voir en vrai. Oui, moi aussi, je suis vraiment contente. Ça fait quand même quelques années. 3. Qu'on suit côtoie virtuellement. Ouais. Puis, mais c'est drôle parce que c'est comme si la sensation, j'ai pas l'impression que c'est la première fois que je te rencontre. Mais non, c'est moi dans ma tête, t'es mon amie depuis c'est toujours ça. là. On s'est rencontrés comme si c'était banal puis que c'était routinier. Oui, c'est comme une rencontre. OK, on va aller faire un podcast, on va aller. C'est normal, c'est la vie normale. Voyons. Exact. On n'a pas de stress. On a même fait un synchronisé qui était vraiment spontané, synchronisé. Je me suis dit, ben ça y est, ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée. Donc, Marie, plein de sujets à venir dans les épisodes à tes côtés. Donc, on va parler de fascia. Ça va être extrêmement fascinant. On va parler de césarienne. On va parler de blessures sportives parce que toi, tu es une physio qui va plus aller chercher une clientèle justement de course. Puis c'est comme ça que je t'ai connue aussi, là. À vrai dire, je t'ai connue grâce aux pieds. Oui, on a pris notre pied. On a pris notre pied. Je t'ai fait prendre ton pied. Parce qu'on s'entend, moi, dans mes formations de physio du périnée, tu vois le bassin, là, tu vois l'abdomen, un peu la respiration, ça se limite à ça. Puis tu réalises pas que finalement, à quel point les pieds vont influencer la posture, l'alignement du squelette, puis influencer comment tes muscles profonds, qui soutiennent tes organes, ta continence et ton squelette, vont être influencés par ça, puis comment ta démarche active des nerfs. Bref, c'est grâce à toi que j'ai tout appris ça. Puis maintenant, c'est même la première chose que j'enseigne à mes élèves. Donc, dans mes plateformes préenregistrées, t'es la première là, qui voient sur le programme. Fait que souvent, ils vont continuer avec toi après, tu sais, pour quand ils vont dans le sport. Et sinon, dans mes cours de périnée, c'est le premier cours. Je leur apprends comment placer le pied, comment dérouler pour activer leur périnée à leur insu, leur plancher pelvien. Donc, toi, tu as vraiment une passion. Veux-tu nous parler un peu de toi avant qu'on commence notre sujet d'aujourd'hui? Absolument, ça va me faire plaisir. Donc, de formation, je suis physio, mais en fait, je suis vraiment une passionnée du corps humain. Ça m'a toujours fascinée. J'avais 12 ans, j'écoutais des opérations en soupant. Tu sais, ça a toujours été pour moi fascinant, le corps humain. Je pense que je suis venue dans cette vie-ci pour explorer ça plus en profondeur. Et ça a fait que, en étant sportive, je me suis blessée. Puis là, ben, je suis atterrie dans un bureau de physio. Je me suis dit, ah, c'est le fun, ça. Ça travaille avec des sportifs. Je peux travailler avec le corps. Puis, assez jeune, j'ai su que c'était sûr que je voulais travailler avec le corps humain. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Moi, j'ai joué compétitif sportif. Et là, après ça, ben, je suis devenue une adulte qui travaillait, donc une professionnelle. Et là, j'avais comme des rôles différents. Je suis devenue maman. Puis là, ben, mon corps, le sport, il y a vraiment eu comme une transition pour moi où
là, je n'étais plus juste physio, donc je n'étais plus celle qui enseignait, mais je me suis dit, j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps à moi, qui m'avait jamais vraiment intéressée, je vais dire ça comme ça. Puis en 10 ans, ça fait vraiment étrange parce que j'ai toujours eu une passion du corps, mais pas nécessairement une passion pour mon corps. Ouais, tu sais, je l'ai dit, puis j'ai des frissons dans le sens que je me suis, tu sais, quand... Et là, je me suis dit, mais ça serait le fun, peut-être que je commence à explorer plus mon corps à moi, tu sais. Puis là, j'ai commencé aussi à me dire, bien, qu'est-ce que je peux créer dans ma pratique qui va me permettre à mes clients d'expérimenter leur corps à eux. Parce que, tu sais, dans un modèle traditionnel de physio, puis, tu sais, on pourrait en reparler dans d'autres podcasts, comment le virtuel a changé pour moi aussi, le fait que je n'étais plus celle qui faisait nécessairement expérimenter le corps à mes clients, mais c'était mes clients, mes clientes qui expérimentaient leur corps à travers ma guidance, qui était pour moi un chiffre complètement différent. Donc, dans les dernières années, c'est vraiment un virage professionnel pour moi qui est arrivé où ça a commencé par quelque chose de très personnel. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apprendre? Qu'est-ce que je peux leur montrer? Parce que le corps, il m'est pas unique. Tu sais, pour moi, il y avait comme une démocratisation de cet apprentissage-là du corps que je me dis, mais ça fait pas de sens. Moi, là, quand j'ai mal à quelque part, là, j'ai mal à... Je fais des sports. Tu sais, pour moi, mes inconforts viennent majoritairement du sport parce que j'aime bouger, j'ai la gigotine, là, tu sais, tout le temps que je bouge. Et là, je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai pas non plus de physio dans mon garde-robe un vendredi ou un samedi après une sortie de course. Donc, je suis pas la seule. Puis, ils sont pas si accessibles non plus, là. Tu sais, si, mettons, tu dis... Moi, je me rappelle, une de mes clientes m'avait dit, « Hey, mais j'ai besoin de toi, j'ai mal. » Puis j'avais dit, « Ben, ça me dérange pas, mais je peux juste te revoir l'année prochaine. » Tu sais? J'avais pas de place avant ça. Fait que, tu sais, prévoyez avoir mal pour prendre rendez-vous. Là, c'est plus le cas. J'ai vraiment arrangé. Là, je fais comme mon médecin maintenant. Tu sais, tel jour du mois, les gens appellent pour prendre rendez-vous le mois prochain. Puis ça me laisse ouverte à partir à voyager sur un coup de tête si jamais c'est le besoin que je ressens, là. Parce que c'est ça que j'avais peur, moi, de revenir en clinique puis d'être comme prisonnière un peu, là, puis pas pouvoir avoir d'espace pour moi puis d'exister. Fait que c'est la façon que j'ai trouvé à faire. Mais oui, il y a vraiment quelque chose virtuellement, puis c'est vraiment dur à comprendre parce que, tu sais, moi, quand j'ai vu mon amie Noémie, que tu connais très bien, partir sur le web, mon inquiétude, c'était, mon Dieu, mais tu sais, comment tu peux donner autant qu'en clinique? Puis c'est absolument différent. Puis les gens le comprennent pas tant qu'ils l'ont pas vécu. Autant les clientes que les professionnels de la santé qui sont hyper inquiets par nos approches virtuelles, tu sais, c'est vraiment... Puis, tu sais, les gens vont le dire, tu sais, les thérapeutes vont dire, on les responsabilise, nos clients, tu sais, c'est l'objectif d'un thérapeute, c'est de responsabiliser, mais les rendre autonomes. Mais il y a vraiment de quoi, virtuellement, où est-ce qu'on est tout simplement un guide. On prend pas en charge. On est un guide, puis la personne se prend en charge, puis c'est vraiment différent. C'est dur à expliquer, mais c'est complètement différent. Puis c'est un peu vers ça qu'on voulait aller dans notre petit cocon, studio cocon aujourd'hui. On voulait parler justement là, de prendre soin de soi. Puis c'est fatigant, là, se faire dire « prends soin de toi ». Mais ça veut dire quoi? Tu sais, prends soin de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire te maquiller, ça veut dire t'hydrater les cheveux, ça veut dire de bouger, ça veut dire de méditer, ça veut dire de danser, ça veut dire de rire, ça veut dire quoi? Prendre soin de toi. Avec le temps, moi, je trouve que c'est devenu une pression. C'est devenu une façon de culpabiliser davantage les femmes. Prends soin de toi. C'est une façon encore de nous contrôler. Tu sais, moi, je le vois vraiment comme ça. Vraiment comme une pression extérieure, encore une fois. Puis, tu sais, prendre soin de toi, quand on nous a dit toute notre vie qu'il fallait qu'on prenne soin de tout le monde, puis si on a le temps, on prendra soin de nous. Puis c'est quelque chose qu'il faut essayer de renverser. Puis c'est ça qu'on avait envie de partager aujourd'hui. C'est quoi prendre soin de soi, honnêtement? Sans la pression là, sociale de mange ci, mange ça, fais ci, fais ça. Puis c'est ça, cette pression-là de femme parfaite qui doit exceller dans tout ce qu'elle entreprend. Ah ouais. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Écoute, on l'a tout attrapé, hein, ce virus-là. Ah ouais, c'est dans l'air un peu, là. C'est dans l'air culturel. Fait absolument. Nos petites filles aussi, on les élève comme ça, il faut faire attention. Puis c'est ce que je dis à mes clientes, moi, dans le fond, quand elles deviennent leur propre priorité dans l'horaire, puis que leur enfant voit ça, mais pas priorité, c'est bien correct, là, mais je veux dire, je fais garder, je m'en vais, je sors clubber, tu sais, ou je m'en vais à un show, là, du mot, parce qu'à notre âge, on club moyen. Ouais, définitivement, c'est plus club sandwich qu'aller clubber, là. C'est ça. On va au resto, puis à 9h, on est couché. Ah oui, clairement. Oh mon Dieu, hein?
fut un temps, là, j'espérais tellement être adulte pour me coucher à minuit. Puis maintenant, je rêve juste de me coucher à 21h. Ah oui, c'est pour moi, c'est un plaisir là, de me coucher tôt, là, mais c'est l'énergie qui vient avec aussi. Là, c'est ça. Fait que comment devenir sa propre priorité. Puis là, on va pas donner des conseils superficiels de, justement, de pression ou quoi que ce soit, où il faudrait qu'on fasse ci, ça. Mais il y a vraiment un très gros enjeu, une très grande réflexion à avoir sur notre to-do list. C'est quoi notre to-do list quotidienne? C'est quoi les réelles priorités? Puis moi, une fois, là, je faisais voir, moi, mes enfants, ils ont toujours été voir des psychoéducatrices pour leurs enjeux, peu importe lesquels. Mais je me rappelle, une fois, ma fille avait de la misère à se faire des amis, ma plus vieille. Puis on avait décidé d'aller en psychoéducation pour voir ses entrées en relation et tout ça. Et la psychoéducatrice, elle m'avait dit... Mais si t'as pas envie de faire la vaisselle, fais-la pas. J'avais dit, maudite conne, elle. Elle est en bien naïve. Tu sais, moi, j'ai 60 000 enfants, là. Tu sais, tu fais pas la vaisselle. Moi, je fais une journée pour le lavage, là. Ah, ta maison explose. Ma maison implose de linge sale. Tu sais, c'est vraiment épouvantable. Puis ça m'avait hyper choquée. Je l'avais trouvée tellement pas consciente, tellement, tu sais, de premier niveau, tellement, c'était enfantin pour moi comme conseil, tu sais. Puis il a fallu vraiment que je remette en question beaucoup de choses pour comprendre que cette to-do list-là, effectivement, il y avait des choses importantes puis des choses moins. Puis moi, ce qui a vraiment le plus changé, là, c'est quand mon conjoint est devenu père au foyer. Ça a fait une énorme différence dans ma vie. Parce qu'effectivement, avant, là, tout était important, puis je faisais tout le plus que je pouvais, puis j'étais vraiment en train de m'essouffler. Puis, tu sais, quand je réfléchissais à ma vie, je me disais, quelle vie de merde, tu sais, je peux pas vivre de même, c'est ridicule, ça rime à quoi, ça sert à quoi, ça n'a pas de bon sens. Puis quand mon chum est devenu père au foyer, ben j'y ai donné la charge mentale. Fait que là, c'était lui qui pensait au sac d'école, qui manquait rien dans le lunch, puis il était pourri au début, là. Tu sais, il a déjà juste donné une sandwich à ma fille pour une journée d'école entière. Puis je l'ai vu faire, puis j'aurais le goût de dire, tu sais, ben là, rajoute une pomme, rajoute des petits cocombes, tu sais, comme... la base que dans ton quotidien, là. Ben, tu sais, comme réfléchi, puis il avait envoyé les plus petits à la garderie sans linge de rechange, puis c'était une journée qui pleuvait, puis il avait pas mis d'imperméable. Mais je me suis là, j'ai envie de dire fermer ma gueule parce qu'on est samedi matin, puis quand je suis pas tout à fait réveillée, je suis un petit peu moins inhibée. Fait que j'avais fermé ma gueule, puis il a échoué, puis il a appris, puis finalement, il a réalisé, c'est ça, dans le fond, tu sais, un horaire. Puis là, moi, je me suis mis à choisir c'est quoi qui était important, qu'est-ce qui n'était pas. Et quand il est retourné au travail 3 ans plus tard, là, il a voulu me redonner la charge mentale, mais je l'ai refusé. Ça l'a pas passé au conseil. Fait qu'effectivement, dans notre horaire, il y a un grand enjeu culturel de charge, comment me prioriser là-dedans. Puis moi, ce que j'observe avec mes clientes, parce que moi, ce que je veux que mes clientes fassent, c'est faire une routine de soins le matin. Mm-hmm. Parce qu'après ça, leur corps est plus allumé toute la journée. Fait que sans le savoir, ils sont mieux alignés, ils sont mieux coordonnés dans leur recrutement musculaire. Puis au bout du compte, ben ils sont plus confiantes, sont plus compétentes, sont moins en douleur, bon, tout ça. Et pour elles, tu sais, c'est pas ça qu'ils font au départ. Je sais pas, toi, tes clientes, là, mais souvent, moi, ils vont faire leur journée au complet, puis à la fin de la journée, ils se disent, OK, je vais faire ma physio, mais ils sont brûlés, fait qu'ils la font pas. Oui. Ben la façon, tu sais, puis je trouve ça intéressant, je vais faire comme une mini aparté ou dive-in. Et là, je m'excuse d'avance pour les auditeurs francophones. Moi, j'ai étudié en anglais, je regarde beaucoup. Des fois, je vais avoir des mots qui vont sortir en anglais. Donc, je m'excuse si vos oreilles accrochent au passage. Donc, de venir plonger dans cet univers-là. Puis, tu sais, quand on dit soin de soi, prioriser, puis ça veut dire quoi? Mais, tu sais, pour moi, ça s'est transformé en me connecter avec moi. Et c'est là où, pour moi, c'est devenu... puis ça a commencé... Je pense aussi qu'il y a beaucoup de pression dans, tu sais, bon, l'instauration des routines. Moi, je suis quelqu'un... Je sais pas pour toi, mais moi, je suis quelqu'un qui avait 0 routine. Tu sais, j'avais même une aversion aux routines. Je détestais les routines parce que, bon, moi, je suis quelqu'un qui est très spontané, qui est très, bon, énergique. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qui j'ai envie de voir? Oui, c'est ça. J'haïs les routines, ça me tue, les routines. C'est ça. Je te comprends, Marie. Donc,
j'avais vraiment cette aversion-là et il y a un certain moment où je me suis dit, OK, parfait, c'est correct que dans la façon dont tu es. Puis je sais qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Pour moi, il y a plus que 2 types de personnes, mais dans les clients avec qui je vais travailler, il va y avoir les gens qui sont très organisés, très structurés, tu sais, ils arrivent avec leur cartable. Et ça, c'est une minorité, je vais dire, là, des gens avec qui, moi, personnellement, j'ai travaillé. C'est peut-être dans ma personnalité. Ça, c'est les profs, moi, j'ai remarqué. Oui, mais les gens il y en a, là, c'est ça, minorité vraiment, là. Puis des fois, je me suis dit, est-ce que c'est ma personnalité qui attire des gens qui sont plutôt, tu sais, comme éclectiques? Mais pour moi, ça a quand même été après 12 ans de pratique. C'était pas la majorité de ma clientèle qui était très structurée, organisée. Tu leur donnes un plan. T'as pas vraiment de suivi tant que ça à faire. Ils ont des questions, ils reviennent. Donc, même pour la majorité des gens, c'était difficile d'instaurer même 3 exercices, là. Fait que, tu sais, là, on parle d'une routine, mais d'instaurer ça parce qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de... Tu sais, pour moi, c'est un peu comme du rangement que je me suis rendu compte que si les choses avaient leur place, j'avais pas à me questionner. Donc, on va prendre les clés quand on arrive à la maison. Si mes clés... Moi, je perdais tout le temps mes clés. Je peux pas dire combien de fois j'ai perdu mes clés dans ma vie. Et je me suis rendu compte, en fait, que mes clés n'avaient pas leur place. Dans ma maison, dans ma sacoche, dans mon... Peu importe où elles allaient, elles n'avaient pas leur place à elles. Donc là, les clés se ramassaient dans la poche. Là, dans les changements de saison, je sais plus trop dans quel manteau. Tu sais, bon. Et du moment où je me suis dit, ben je suis un peu tannée de vivre ça, de chercher mes clés avant de partir le matin, ça me tente pas. Donc, j'ai dédié une place à mes clés à la maison, qui est un petit pot. Puis, quand je prends, exemple, ma sacoche, je le mets à la même place. Puis, bon. Et ce que ça m'a permis en termes de charge mentale, c'est aussi de diminuer ma charge mentale parce que j'avais pas à me poser la question où est-ce qu'ils étaient la majorité du temps. Je vais dire qu'ils sont là. J'ai encore quand même, parce que ça me demande la discipline. Quand je rentre à la maison, j'ai mes clés dans mes mains. Je dois quand même faire l'effort d'aller les mettre dans le petit pot pour avoir le résultat qui est après. Et le résultat est, je n'ai plus à chercher mes clés. Donc, est-ce que ça me tente ou ça me fait plaisir de mettre mes clés dans mon petit pot en arrivant à la maison? Non, ça me demande encore de... Là, il y a l'automatisation qui embarque avec la répétition. Donc, ça devient de plus en plus automatisme avec les années. Mais les journées où je vais être fatiguée, les journées où je vais être stressée, les journées où, bon, les enfants sont là, puis là, on rentre avec l'épicerie, puis tu sais, bon, j'oublie encore. Mais pour moi, c'est la même chose avec quand on veut créer du changement dans notre corps, ça nous demande quelque chose. Ça nous demande du temps, ça nous demande des apprentissages la plupart du temps. Mais est où cette case-là? Est où la place dans ta vie, dans ta routine pour aller créer ces changements-là? Fait qu'il faut aller la créer, cet espace-là. Puis au départ, c'est comme elle est toute nouvelle. Tu sais, c'est comme une petite graine que tu pousses. On reprend l'analogie hyper connue, mais ça reste que ta graine est pas solide, elle a pas pris complètement son espace, elle fait pas partie entière de ton jardin, si on veut mettre ça dans cette analogie-là. Donc, des fois, tu vas pas le faire, tu sais, mais plus tu la nourris, plus elle devient solide, puis plus elle devient comme un ancrage, puis elle fait partie de ton quotidien. Et c'est là aussi où c'est pas nécessairement la routine qui est attirante. C'est le résultat que tu as avec ta routine. Puis il faut que tu le sentes tout de suite. Parce que ça tue aussi. Puis tu sais, j'en lis des études, pourquoi les clients font pas leur physio assidûment à la maison. C'est parce qu'ils voient pas le résultat immédiatement. Puis ça, moi, j'aime ça. Puis je pense que c'est toi, justement, quand tu es venu visiter mes clients dans mes cohortes, tu disais tout le temps, OK, tu le sens comment, ton corps, ton genou, tu le sens comment? Es-tu libre ou tu le sens qu'il est en torsion? Tu sais, maintenant, j'ai commencé à faire ça avec mes clientes, un avant-après, pour sentir immédiatement le temps que tu viens de te procurer. C'est quoi l'effet immédiat que ça l'a eu. Puis des fois, tu le réalises tout de suite dans le confort de ton dos. Mais si tu prends pas le temps d'analyser comment tu te sens avant, après, ça va pas aller de soi. Puis là, tu vas attendre le grand miracle. Par exemple, par rapport à mon métier, j'ai plus de perte urinaire. Tu sais, tu vas attendre vraiment la finalité. Puis tant que tu seras pas rendu au résultat final attendu, ben tu vas être tout le temps comme un peu, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je fais? Fait que c'est le fun de justement se concentrer. Mais là, 2 secondes. Oui. Là, je m'excuse, là, il faut que je te dise quelque chose. Oui. Puis je sais pas, tu sais, peut-être tu vas me dire non ou c'est personnel, puis tu as le droit. Vas-y. Mais t'es-tu TDAH, toi? Non diagnostiqué, là, mais clairement... Parce que j'ai appris, puis c'est pas d'une source fiable, parce que c'est sur TikTok que j'ai appris ça. Ah bon, ben là, voilà! La science TikTok. Oui. Moi, j'ai appris récemment, puisque mon chum et moi, on est super différents, puis tellement pareils en même temps, mais que les gens de TDAH, pour eux, la routine normale, tu sais, comme aller prendre sa douche,
c'est simple pour eux. Ils font juste prendre leur douche. Que moi, qui ai TDAH, c'est toutes les étapes qui sont décortiquées. Puis depuis que je suis enfant, je décortique les étapes. Je suis incapable de vivre en sachant qu'il y a un métier que j'ai pas décortiqué comment qu'ils font exactement. Tu sais, moi, mettre le caramel dans caramel, là, j'avais 5 ans puis j'étais en train de réfléchir comment ils ont fait. Fait que, tu sais, c'est toutes les étapes. Ça, moi aussi. Ben, c'est quoi les gens? Est-ce que tu parles comme une TDAH? On va mettre ça sur TikTok. C'est quoi le secret de la caramel? Mais fait que, tu sais, moi, prendre une douche, c'est vraiment drainant parce que j'ai toutes ces étapes-là. Puis quand je vais pas bien, tu sais, que je suis un peu plus dans un état dépressif, prendre une douche, je vais m'épuiser. Tu sais, je vais être complètement vidée après ma douche. Puis là, c'est là que je fais, OK, ma santé mentale va pas bien. Qu'est-ce que, bon, tu sais, c'est comme mon précurseur. Puis les gens qui sont pas TDAH, dans leur tête, là, il y a pas de voix qui parle. Pas de conseil d'administration. Moi, j'ai fait mon conseil d'administration. Quelqu'un parle dans ma tête en continu, puis je suis comme, ta gueule, tais-toi! Là, j'essaie d'être concentrée sur toi. Puis, tu sais, mon réflexe, moi, c'est parce que là, tu sais, comme je me suis retenue, puis ça me fait mal, me retenir. Tu sais, il a fallu que je me morde. Ça, c'est ma maturité, parce que j'ai pas toujours été si mature, puis c'est encore très précaire. Mais je t'écoutais, puis faut que je dise qu'elle était TDAH, tu sais, j'ai un diagnostic à lui fournir. Puis là, je me taisais, mais moi, dans ma tête, là, fait qu'il y a aussi, tu sais, c'est ça, il y a différents types de personnalités, différentes personnes, différents enjeux neuro aussi qui font en sorte qu'il y a certaines choses qui vont être plus une charge que de l'aide. Puis effectivement, il y a des personnes comme moi, par exemple, une routine va m'amener de l'anxiété parce que je me sens coincée. Je me sens comme si j'étais plus libre. Puis il y a d'autres personnes qui, au contraire, la routine va les calmer. Sécuriser. Ça va les sécuriser puis leur enlever de l'anxiété. Fait qu'il y a tous ces genres de personnes-là. Mais peu importe si tu es le genre à être sécurisé par la routine ou à être sur le bord de mourir quand il y en a une, OK? Se conserver du temps pour prendre soin de notre corps, ce n'est pas du tout dans notre culture. Non. C'est pas du tout dans nos réflexes. C'est perçu comme de l'égoïsme, une charge. C'est lourd. Surplus. Prendre soin de soi, c'est un surplus à l'horaire qui est lourd, qui amène une charge et du stress. Est-ce que tu trouves pas ça épouvantable? Absolument. Tu sais, je trouve que le corps, dans notre façon de fonctionner, puis, tu sais, c'est ça qui nous permet de faire tout ce qu'on fait dans notre journée. Oui. Tout, de A à Z. Et quand est-ce qu'on lui redonne? Quand est-ce qu'on connecte avec ce véhicule-là dans notre société, là? Surtout si on compare avec tout ce qui est d'autres cultures qui ont vraiment... Je mâche mes mots. Ça vient tellement me chercher que je mâche mes mots. C'est comme mon corps, il fait genre... Donc, tu sais, il y a tellement pas de place. Et ça, là, je l'ai vu beaucoup. Tu sais ça, moi, je travaille avec une clientèle, tu sais, sportive. Puis, c'est pas que leur corps est différent. Tout le monde a un corps, tu sais. Mais ils ont une demande musculo-squelettique qui est quand même importante, là. Tu sais, ils font... Moi, je travaille avec des triathlètes, là, majoritairement. Donc, c'est du gros volume d'entraînement. Puis, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de temps. C'est pas important. Puis pas pour tout le monde, non? Tu sais, puis moi, j'aime ça poser des questions. Fait que je vais poser la question, qu'est-ce que ça prendrait pour créer de l'espace dans votre horaire pour rencontrer ce qui vous permet de vivre? Parce que... Tu sais, c'est ça, pareil. Puis notre corps, notre relation à lui, là, ça a tout le temps été maigri, sois belle. Jugement. Ça a tout le temps été comment je peux changer mon corps pour aller avec les attentes qu'on a de mon corps dans la société. Fait que ça a tout le temps été de la violence. On a tout le temps été violent envers nos corps. On veut le modifier. Je suis insatisfaite. Il n'est pas comme je voudrais. Je dois cacher ci, je dois cacher ça. Puis même dans ce studio-ci que je n'avais pas du tout loué... qu'on m'a imposé. Ben, tu sais, en même temps, ça me fait plaisir. Là. On est nombreuses un matin. Ouais. Puis, il a fallu qu'on change de local parce qu'il y avait eu un fuck dans l'horaire. Puis, ça m'a pas dérangé de changer. Mais juste le fait d'être un gros plan sur mon corps, gros, sur une chaise, rien qui cache mon ventre, j'étais pas à l'aise à l'idée. Puis, j'ai demandé de changer la caméra d'angle. J'ai demandé de couper pour pas qu'on voit mon gros ventre sur la chaise parce que c'est comme ça qu'on est. On est violente envers nos corps. Puis, à quoi qu'il nous sert, c'est toujours confrontant. Notre corps n'a jamais été exactement comme on voulait. Fait qu'on a toujours cette insatisfaction-là. Puis là, je parle toujours parce que je pense que c'est assez généralisé. Il y a des gens qui vont l'accepter, leur corps, mais c'est qui? Puis je me rappelle, quand je venais juste d'accoucher, je venais d'écrire mon premier livre.
Puis il y a un photographe qui est venu, puis j'étais vraiment pas bien, tu sais, prendre des photos, faut se sentir belle, puis je me sentais comme de la merde, tu sais, quand c'était 3 semaines postnatales. Puis j'avais déjà perdu 50 livres, tu sais, après la naissance de mon dernier bébé. Puis là, le gars, il dit, tu sais, il était maigre comme un pot, puis tu sais, moi, il me reste 10 livres. Là, tu sais, comme, c'est quand est-ce que tu vas être satisfaite de ton corps? Tu sais, tu le seras jamais. Fait que c'est pour ça, moi, c'est ma lutte de devenir satisfaite de mon corps. Fait qu'on a tellement fait de violence à notre corps qu'on l'aime pas. Comment en prendre soin puis lui donner de l'amour? Puis ce que j'ai réalisé, j'avais fait une fois un événement où est-ce que j'avais obligé les gens qui étaient présents à masser leur ventre puis l'aimer. Puis dire merci à leur ventre pour plein de choses. Puis, tu sais, ça, c'est une façon de body positivity qui est un peu violente, là, parce que l'acceptation corporelle, c'est complètement autre chose. Puis, tu sais, aimer son corps, c'est complètement autre chose. Puis, t'es pas obligé d'aimer ton corps pour l'accepter. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de très complexe derrière. Mais nous, en physio, ce qu'on demande, c'est d'aimer notre corps. Tu sais, c'est au-delà de l'accepter, c'est de l'aimer. D'aimer assez son corps qui nous soutient dans nos activités, dans notre quotidien, pour lui faire attention. Puis ça, c'est le gros moment où est-ce que, tu sais, mes clientes, ça fait un switch dans leur tête. Il y avait eux avant, puis il y a eux après le virtuel là, qu'on fait. Où est-ce que là, ils vont être enfin à l'écoute? C'est quoi les messages que mon corps m'envoie? On est tellement dissociés, puis on sait tellement pas quoi faire avec les messages que notre corps nous envoie. C'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les outils que j'ai pour écouter, respecter ces messages-là? Fait que c'est gros quand même, découvrir son corps. C'est... Ouais. Bien, je pense qu'il y a beaucoup aussi de, tu sais, on a parlé, il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de jugement. Tu sais, c'est comme on apprend tellement jeune. Tu sais, on le voit chez les enfants, là, les enfants. 3 ans. Ça ne juge pas jusqu'à temps qu'ils comprennent et qu'ils se le font montrer par des adultes ou par des personnes plus vieilles. De juger, c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre société, tu sais. Ça commence à 3 ans. C'est fou, tu sais, puis là, c'est comme, c'est un gros mot, juger, mais tu sais, juger, c'est faire comme, ça, c'est du jugement. T'as perdu du poids. Oui, jugement ça te fait bien, t'as perdu du poids, c'est de la violence, puis ça montre aux enfants qui sont incompétents dans leur corps. Puis moi, ma fille, elle vient de m'avouer ça hier, là. Ma fille de 6e année, elle dit, tu sais, maman, si je mettais toujours des jupes, là, c'est parce qu'à l'école, les gens se moquaient des grosses personnes, puis avec ma jupe, ça cachait mon corps. Fait que c'est grave, là. Tu sais, fait que te dire à quelqu'un, wow, t'as perdu du poids, ça te fait bien, ça veut dire, tu sais, pour l'enfant, ça veut dire quand t'es gros, t'es laid. Puis quand t'es gros, tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas de félicitations, t'as pas de valeur. Fait qu'il y a tout ça. Mais, ouais, fait que, tu sais, aimer son corps, c'est un enjeu pour les physiothérapeutes parce qu'il faut, d'un certain côté, que ton corps qui est blessé, qui est en douleur et que t'as besoin de soigner, ben il faut que tu réalises qu'il existe. Ah oui, puis tu sais, on part de loin, là. C'est ça que moi, j'ai trouvé qui était la plus grande différence d'avoir un cheminement, parce que, tu sais, quand j'accompagne mes clients, c'est pour un plus long cheminement. Puis, il y a, tu sais, découvrir son corps, apprendre, tu sais, juste connecter à apprendre à reconnaître quelques signaux. Tu sais, le corps, il parle pas. On a beau se dire qu'on entend des voix, là, on appelle l'intuition. Moi, j'appelle ça l'intuition. mais ça parle pas comme ça. Ça parle en sensation, ça parle en ressenti, ça parle en frisson, ça parle en contraction, ça parle en expansion. Je me sens bien, je me sens libre, je me sens pognée, je respire moins bien, je suis pris dans mon ventre, je suis constipée. C'est comme ça que le corps, il parle. Mais qui nous apprend ça? Qui nous apprend ça en grandissant? Il faut que tu aies quelqu'un dans ta vie qui voit la vie comme ça puis qui te l'expose, tu sais. Sinon, t'apprends pas ça. T'apprends ça à l'âge adulte. Tu sais, moi, j'apprends ça à l'âge que j'ai en ce moment, là. Puis j'ai appris ça dans la trentaine. Je me suis dit, ça m'en fait quand même des années à pas comprendre mon véhicule. Tu sais, je me sens hyper privilégiée d'avoir eu, tu sais, le métier que j'ai en ce moment, d'avoir, tu sais, fait des choix qui m'ont amené à connecter avec mon corps puis de comprendre ça, mais je suis comme, OK, mais là, voir que c'est comme si je rentre dans une voiture hyper performante, là, tu sais. En plus, on s'entend, là, le corps humain évolue depuis des centaines de millions d'années. Le véhicule, là, il évolue pour se perfectionner, là, tu sais, pour devenir, là, évoluer. Là, on est plus dans des phases de désévolution, mais en tout cas, au niveau musculo-squelettique, là, dans nos fonctions, mais... Et là, toi, t'arrives... Il est acquis.
Toi, tu pars à l'étape 1 798 900. Mais OK, puis comment je fais, là? Je rentre dans une pilote dans une voiture de Formule 1, je sais pas conduire. Qui montre sont où les pitons? Qui montre comment l'utiliser pour que ça soit le fun? Parce qu'on s'entend que si tu conduis une Formule 1 et tu sais pas comment conduire, tu risques d'avoir une coupe de crash au passage. Mais ils sont en sécurité parce qu'ils ont une espèce de harnais, puis on devrait toujours avoir des harnais en voiture parce qu'on s'en sortirait mieux, tu sais. Tu vas avoir des gros accidents, puis vu que tu as un harnais, fait que, tu sais, vos enfants, laissez-les dons en harnais jusqu'à temps qu'ils puissent plus rentrer dedans. OK, ça, c'est mon petit message. Ça, c'est ta voix qui est sortie. Ouais, là, ma voix, esti, venez les culpabiliser, c'est les barres d'auto. Mais t'as vraiment raison. Puis, c'est un cadeau qu'on se fait de s'arrêter. Puis moi, je l'ai dit, hein, quand t'embarques avec moi, je veux que ce soit une priorité dans ta maison. Si t'es tout seul, c'est ta priorité, mais ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tout le monde, on a un meeting, puis on se met d'accord. Là, la priorité, maman va être en réadaptation, à se réapproprier son corps après tout ce qu'elle a fait, tu sais, dans sa vie, mais aussi pour construire des humains. C'est le moment où est-ce que là, toute la famille, on se met d'accord, c'est une priorité familiale. Fait que là, dans la maison, tout le monde est au courant que la priorité familiale, c'est que maman se redécouvre, se reconnecte à son corps et se soigne. Ça devient la priorité. Et ce que je trouve bien de faire ça, tu sais, par exemple, moi, le yoga, le matin, là, tu sais, je fais 3 postures, là, puis on a un jeu québécois en plus, tu sais, que tu peux piger, tu prends des cartons. Nous, c'est ce qu'on utilisait. Je ne l'ai pas instauré pour prendre soin de moi. Je l'ai instauré parce que le matin, c'était tellement chiant et rushant avec les enfants. Je me disais, si c'est pas une vie, plus fois, j'arrivais au travail tellement épuisée, j'aurais repris une nuit, tu sais, pour me remettre de du matin mouvementé qu'on avait eu. Je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai sorti le livre Yoga du rire, puis les petites cartes de yoga. Puis là, le matin, quand on était tous habillés, puis on s'en foutait d'être en retard. Parce que la priorité, c'est le bonheur, hein? On s'en fout tellement d'être à l'heure à l'école. Je m'excuse, OK, les profs, là, mais pour vrai, c'est pas important. C'est plus important d'être heureux. Puis il y a moyen de s'organiser pour être à l'heure quand même, là, mais c'est plus important d'être heureux. Fait que là, on s'arrêtait, on pigeait nos 3 cartes et on faisait nos 3 postures de yoga où on ouvrait une page du yoga du rire, puis on faisait notre page, puis ça ramenait tout le monde. Fait qu'au lieu de partir la journée hyper stressée, puis tu sais, elle sert à quoi notre journée? C'est-tu ça, le sens de la vie, tu sais, être toujours stressé de même, toujours aller vite, toujours devoir se rendre à quelque part rapidement? C'est quoi ce sens-là? Fait que là, ça nous a ramené, nous, justement. Puis ce que je me dis, tu sais, en grandissant, mes enfants qui m'ont vu me masser, puis ils se massent eux-mêmes, puis ils viennent me demander. Tu sais, c'est ça que ça fait. Ça fait que mes enfants sont à l'écoute. « Hey là, maman, j'ai mal à mon genou en ce moment, j'aurais besoin que tu m'aides. » Ils sont hyper allumés, ils savent faire des ventouses, ils savent utiliser les balles, ils savent utiliser les bâtons de massage. Puis ce que je leur souhaite, finalement, c'est que eux autres vont vieillir en se disant, prendre soin de ma machine, mon véhicule de Formule 1, c'est une priorité quotidienne. C'est pas quand j'ai le temps, c'est pas quand je suis blessée. C'est comme se brosser les dents. On se questionne pas. Ça, il y a bien une tâche quotidienne que je me questionnerai pas, c'est brosser mes dents. À vrai dire, si j'ai pas passé ma soie dentaire, je vais sentir mon tarte entre mes dents puis je peux plus faire ma journée. T'imagines-tu? Fait que finalement, je suis complètement fuckée quand même. Mais, tu sais, brosser ses dents, c'est pas, tu sais, c'est pas comme, hey, je me brosse-tu aujourd'hui ou je me brosse pas? Oh, je vais me brosser la semaine prochaine. Tu sais, tu feras pas ça. Tu vas te nuire à toi-même. Mais notre corps, je trouve qu'il est plus important que notre bouche. Oui, ben ça fait partie de. Mais le mouvement aussi, c'est... Puis tu sais, quand tu reviens dans brosser les dents, parce qu'on parlait de routine, puis tu sais, d'aller créer cet espace-là pour les gens qui ont plus de difficultés. Puis pour moi, ça a vraiment été un vrai, comme, je vais dire, pas révélation, mais pratiquement. J'ai lu le livre Atomic Habits, je sais pas, un rien change un tout. Tu connais? OK. Fait que c'est James Clear qui a écrit ce livre-là. Puis c'est comment développer des habitudes. Fait que je me suis dit, ben là, je vais lire là-dessus parce que clairement, pour moi, c'est vraiment un grand défi, mais il y a des choses que j'aimerais changer. Puis là, je vois vraiment que l'aspect qui fait que je suis pas capable d'avoir les résultats que j'aimerais, c'est vraiment que j'ai de la difficulté à instaurer certaines choses, que ça soit dans mon entreprise, que ça soit, bon, dans la famille, genre plier du linge. Tu sais, pour moi, c'est comme archi difficile. Pourquoi tu dis ça? Mon chum est une Tu veux gâcher l'atmosphère? Tu te dis, hey, là, tu vois ta cam, je veux la stresser. mais en fait, pour moi, ça a été là, comme vraiment, tu sais, de voir nos différences, mais dans l'habitude. OK, fait que je veux vraiment revenir sur l'habitude, mais mon chum est une machine à plier des serviettes.
Je sais pas comment il fait, là, mais ben, je sais comment il fait, il plie. Mais, tu sais, c'est comme pour lui, c'est comme un no-brainer. Tu sais, il rentre, mettons, nous, c'est comme dans la salle de bain, il rentre, il plie 3-4 serviettes, il ressort, puis c'est fini. Moi, là, ça peut prendre 2 semaines avant que je plie là, mon panier de linge. Mais dans James Clear, ce qu'il disait, en fait, c'est comment on pouvait favoriser notre environnement pour aller créer cet espace-là pour que ça revienne. Et je me suis dit, c'est intéressant ça. Et on a plus de 90% de notre information qui vient de notre système visuel. Donc, si on voit quelque chose, donc si on voit notre bouteille d'eau, si on voit, on va être plus favorisé à boire de l'eau que si on n'a pas d'eau de sortie. Ben, je suis contente que tu le dises en mots. Parce que c'est ça, je dis tout le temps à mes clientes, mais je l'avais jamais lu nulle part. J'ai dit, si tu laisses tes balles de massage traîner, tu vas les utiliser. S'il faut que tu sortes ta balle de massage pour te masser, tu le feras pas. Fait que moi, j'ai des balles, des ventouses, des bâtons dans toutes les pièces de la maison. Dans la salle de bain, quand je surveille les enfants dans le bain, je vais me masser le pied. Quand on est sur le divan, tout le monde est en train de lire, je vais me masser la crotte de chat, j'appelle. Tu le sais pas, ça, hein? Non! Il y a un exercice que tu es venu enseigner à mes clientes. OK. Avec la balle. C'est mon exercice, la crotte de chat. Ça s'appelle la crotte de chat. Je disais, un jour, il faudrait que je dise que va faire la crotte de chat de Marie la physio. C'est la balle au mur, ça. Oui, hey, j'ai trouvé mes murs, hein. Mon chum il est super fâché. Fait que tu prends une balle, puis tu la mets au mur, puis tu viens te la mettre sur le bord du coccyx, entre ton os de fesse, puis ton entrée vaginale, dans le fond. Fait que puis là, tu te frottes, là. Tu sais, comme un chat qui a un caca, puis qui se frotte sur le tapis. Fait que ça s'appelle, dans mon programme, la crotte de chat de Marie la physio. Ah, bon, ben c'est splendide, ça. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Fait qu'il faut qu'il y ait des endroits déjà établis. Oui. Puis là, tant qu'à faire... Moi, j'ai des ventouses dans l'auto. Je vais me faire les ventouses moi, sur les bras. Des balles. Moi, je suis folle des boules. Là. J'appelle tout le temps mes boules, mes balles. J'en ai partout. Ah, j'en ai d'ailleurs un en ce moment. Oui, j'ai vu ton sac. T'en as plein. T'as un ballon dans le dos. Ouais. Là. Moi, j'ai une couverte pliée. Parce que vraiment, ces chaises-là, quand on s'est assis, on était comme, on fait une sieste. Ah! C'est quand... Elle regarde le plafond. Fait que, ben, je vais te laisser continuer. Ça me tentait de dire ça. Non, mais c'est bon. La crotte de chat à Marie, c'est... mais c'est ça. Et on parlait de routine et de charge mentale, tu sais, parce que pour moi aussi, et le questionnement. Pour moi, ça a vraiment été comment je peux développer brosser les dents. On se questionne. Habituellement, là, vous porterez attention, mais on se brosse toujours à peu près les dents, à peu près au même moment. T'sais. Soit ça peut être après votre petit pipi le matin, ça peut être après votre café, avant de partir votre journée, mais vous porterez attention, là, on est des créatures d'habitude. Parce qu'on n'a plus besoin d'y penser, ça devient automatisé. C'est comme au camping, on prend tout le temps la même toilette. Exactement. Puis si quelqu'un a pris ta toilette de camping, c'est un mauvais matin, là. Ben, je suis peut-être aussi toute seule, là. Non, mais... Ton caca va dans celui-là. Est-ce que je suis rendue là? Je sais pas, mais moi aussi, comme mais c'est vraiment... Tu sais, moi, je suis vraiment fascinée par tout le fonctionnement du corps, puis tout ce qui est aussi neuro-psychologique, puis c'est juste parce que ça enlève le choix, ça enlève le questionnement, ça diminue l'énergie que ça nous demande. Donc, le questionnement est énergivore. Fait que pour les gens qui n'aiment pas la routine puis qui sont plus un peu peut-être comme nous, que j'aime appeler effervescent, parce que... Moi, je dis fougueux. À partir sur le TDA, que je pense que j'ai jamais voulu, tu sais, même si je le dis à la blague, avoir comme cette étiquette-là, parce que je trouve que c'est très péjoratif et négatif la façon dont c'est perçu. Puis moi, je me dis, moi, j'ai des super pouvoirs. Moi, je perçois plein de choses en même temps, tu sais. C'est drôle, j'en parlais avec une amie qui voulait pas mettre d'étiquette sur avec les diagnostics qu'il était en train de poser avec ses enfants. Puis j'étais comme, moi, je le vois pas comme ça. Moi, d'avoir eu un diagnostic, ça m'a apaisée parce que ça m'a permis de me comprendre puis de me dire, t'as pas été anormal toute ta vie. T'étais comme t'étais. C'est le reste autour qui était pas fait pour toi. Fait que ça m'a déculpabilisé de pas fitter dans le moule. Fait que ça a le fait que j'ai plus utilisé cette lumière-là dans moi qui est différente pour, être ces réseaux, par exemple. Fait que c'est ça. Moi, l'étiquette, là, je crois pas ça. Par contre, est-ce que je dirais aux profs de mes filles, ils sont TDAH? Non. Parce que j'aurais peur de l'étiquette. Qu'après ça, ils soient toujours comme, tu sais, un peu à bout. Tu sais, TDAH. Fait que tu sais, comme un peu sur son cas, je l'ai vu avec des clientes. Fait que ça me stresse, là. De toute façon, ils sont fonctionnels. Mais, moi, personnellement, ça n'a pas été péjoratif, mon diagnostic. Au contraire, ça l'a fait, OK, t'es neuroatypique. Tu peux pas espérer être comme les autres. Puis toute l'énergie que tu mets à être normale, ça te tue
Arrête d'essayer d'être normal. Est-ce que tu savais que, à partir là, ça, c'est attachez votre sucre, là, s'il y en a qui sont linéaires, là, les podcasts qu'on va être ensemble, ça va. Ça va être on voit les feux d'artifice. Ouais, puis c'est correct. Moi, on accepte ça. Ça sera le podcast pétillant. Puis allons-y. Est-ce que tu savais qu'on avait failli mourir dans notre espèce quand le cerveau s'est développé? OK. Parce que le système nerveux, le système nerveux s'occupe, oui, de tout l'aspect moteur, donc musculo-squelettique, ça nous permet de, nos réflexes, nos sensations, notre système moteur. Mais il y a aussi tout le développement de la cognition, de la pensée, hein, tu sais, notre lobe de réflexion, d'inhibition, c'est le dernier lobe qui s'est développé dans notre espèce humaine. C'est celui par lequel on fonctionne le plus maintenant. On est très dans notre tête, on est très cérébral et le cerveau prenait tellement d'énergie par rapport, on sentait qu'il y avait des quantités limitées là, de sources d'énergie en termes de nourriture, bien, ils ont retrouvé là, vraiment dans l'espèce, il était très rachitique, très petit, faible masse osseuse, tu sais, donc le cerveau a fait faire mourir le corps tellement c'était énergivore. La demande neuroélectrique du cerveau. Fait que quand vous êtes fatigué, là, parce que vous êtes trop dans votre tête, là, ben allez utiliser votre corps puis bougez, là. Bien, c'est peut-être pour ça qu'on n'utilise qu'une faible partie de notre cerveau aussi. Je vais dire 10 mais c'est comme le standard que moi aussi j'ai entendu, là, qui était accepté TikTok, là, maintenant. Ouais, sur TikTok. Ou Dr. Google. Google nous sortit bien des affaires. Google. Il est super pratique. Ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que, je trouve ça super intéressant. Puis, où je voulais en revenir, parce que je vais revenir, parce que même si je m'écarte, tu reviens. Tu vois, là, moi, j'étais comme si on allait où? Il faut qu'on revienne. Reviens-moi la balle. Puis là, après ça, il faut que je dise quelque chose. On parlait de routine, habitude, puis de se décharger de la charge mentale. Oui. Donc, du moment où on va aller créer l'habitude de créer de l'espace, donc si on revient avec, planter la... C'est pour ceux qui sont en audio, c'est parce que j'ai tapé, je suis très à bouche sans arrêt, puis j'arrête pas de me dire, elle va péter son micro. Ben là, c'est arrivé. Oui, c'est ça. Ben, pas pété, mais je l'ai accroché. Donc, le fait de créer un espace qu'on va aller nourrir pour se connecter à soi, et c'est pas l'énergie dans laquelle vous allez dans cet espace-là de auto-soin, auto-routine, connexion à soi, tu sais, automassage, mouvement. Il y a aussi toute l'énergie dans laquelle vous y allez. Si vous êtes en résistance, vous n'êtes pas content, ça change tout. C'est ça, je voulais dire. Ça change tout. Ben, tu vois, j'ai pogné ta balle au passage. Ça change tout. Puis, du côté plus structurel ou organisationnel, si j'ai pas à me poser la question, et pour moi, ça a été vraiment là, un élément pivot pour moi dans ma matinée, si j'avais à me poser la question où, quand, comment j'allais faire ma routine, puis moi, je me suis vraiment mis là, un minimum qui était 10 minutes. Parce que des matins, ça me tente pas. Tu sais, tout le monde est comme, ceux qui me suivent sur les médias sociaux, là, sont comme, oui, toi, les routines, les automassages, là, tu comprends pas, là. Il y a 5 ans, j'en faisais 0. Ça me tente vraiment pas à tous les matins. Il y a des matins que ça m'arrive encore de pas le faire, puis après, je suis comme, ma journée est vraiment pas pareille quand je le fais pas. Mais il faut vraiment, et je me suis rendu compte, un élément pivot. Moi, j'appelle ça ma lumière verte ou ma lumière rouge. Donc, je sais que mon potentiel de réussite, je vais appeler ça comme ça, de faire ma routine est vraiment diminué si je la fais pas tout de suite en me levant. Donc, je me lève. Donc, la routine que j'ai de déjà établie serait, exemple, je me lève, je vais faire mon pipi, je gratte ma langue. Après ça, je peux passer au reste, mettons, aller faire, prendre une marche, mon verre d'eau, mon café, peu importe. Mais pour moi, si c'est pas fait tout de suite, je me lève, je vais faire pipi, je gratte ma langue, je m'en vais sur mon tapis. Pourquoi tu dis gratte ta langue comme si c'était normal? Moi, je gratte ma langue. Personne gratte sa langue, là? Moi, je crée un gratte-langue. OK. Ouais. Va falloir que tu donnes un peu de détails. Oui, oui. Non, mais c'est en fait... je me suis dit, la première fois que tu l'as dit, c'est sûr, j'ai mal compris. Non, puis là, tu leur dis une deuxième fois. Ça marche pas, ça. Mais peut-être que ta bouche va aimer ça. C'est peut-être ta bouche qui me demande de parler de ça. C'est vraiment... En fait, c'est ma mère qui m'a parlé de ça parce qu'elle est beaucoup dans la médecine ayurvédique. Donc, c'est des médecines qui sont très anciennes, un peu comme les médecines chinoises. Et c'est en fait que pendant la nuit, le corps se nettoie, libère et va libérer... Tu sais, la bouche, on a beaucoup de bactéries, tout ça. Puis, vous pouvez juste remarquer... puis là, c'est pas dans mon expertise, là, je parle plus dans mon domaine personnel. Mais votre langue va changer de couleur. Donc, tu sais, on a différentes...
quand le corps parle, tu sais, les yeux, les ongles, votre couleur de peau, il y a toutes sortes de façons que votre corps est en train de vous dire je fonctionne moins, tu sais, les boutons, les trucs comme ça. Donc, votre corps est en train de vous dire qu'il y a certains systèmes qui vont peut-être moins bien, qui sont plus fatigués, ou peu importe, tu sais. Donc, la langue, fait que c'est vraiment comme un anneau, un genre de demi-fer à cheval en métal, puis tu fais juste comme gratter ta langue pour enlever comme tout l'excès de ce puis c'est quand même impressionnant. Je vais dire ça comme ça, là, de voir ben là, que j'ai ta vraiment langue... le goût de vomir, là, en t'écoutant. Oui, parce que sûrement les auditeurs aussi. Surtout si t'es visuel. Fait que là, je te vois en train de voir ça. Mais ta bouche va tellement être contente. Mais je suis sûre que oui, parce que effectivement, moi, je sens autour de ma bouche que c'est collant quand je me réveille. Je suis comme, voyons, c'est bien gossant. Ah oui, il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Mais c'était pas de ça, nécessairement, le gratte-langue. Après, googlez ou TikToker le gratte-langue si ça vous intéresse. Mais dans la routine, fait que si on revient à la routine, c'est que si je vais pas tout de suite après m'installer sur mon tapis, les chances que je fasse mon 10, puis souvent c'est plus comme 15-20 minutes, peu importe, sont comme de 10 au lieu de 100 tu sais, c'est comme... Fait que c'est important dans vos routines que vous trouvez où votre élément pivot, je vais le faire, je vais pas le faire. Il faut avoir conscience qu'on a cet effort-là à faire quand on fait une réadaptation. Mm-hmm. On a à dégager cet espace-là. Mm-hmm. C'est la première étape. Puis c'est extrêmement négligé, je trouve, dans nos cours de physio. Puis même dans un cours très récent que j'ai eu, le physio qui nous formait disait, ben là, s'ils font pas leur exercice, t'es culpabilises. Je te voyons. T'es tellement le physio insensible. Ouais. Hey, non, hey, pour moi, t'es culpabilises gentiment. Oh tu peux pas culpabiliser gentiment. Tu sais, t'es complètement inconscient de la charge qu'une femme a. J'étais super choquée, tu sais. Puis je me suis pas plainte, là, mais c'est prévu. T'es-tu levée? Ouais, c'est ça. Tu t'es-tu levée pour dire ça? Ah ouais, j'étais super, ah, tu sais, j'ai été choquée plein de fois parce qu'il y avait beaucoup de misogynie dedans. Puis tu sais, il s'en rend pas compte, le gars, là. J'étais super fâchée. Plein de fois, je l'ai repris. J'ai dit, voyons donc, tu sais. Non, moi, c'est... On est plus dans les années 40, le gars, il est fort, la fille est faible, là, tu sais. Ouais. Fait que, bref, mais ce que je voulais dire aussi, c'est parce que si tu te fais violence pour faire quelque chose qui va te faire du bien, ça se passe pas comme faut. Puis moi, c'est vraiment important pour mes clients. Quand tu t'en vas faire ton périnée, là, puis ça arrive souvent, parce que c'est plate en astique faire du périnée. C'est pour ça que j'essaie de trouver le moyen de rendre ça amusant, puis rendre ça en jeu, puis tout ça. Mais si tu t'obliges au point que c'est désagréable, puis je l'ai vu, je sais même pas si c'est toi ou si c'est Noémie, une de vous que je n'écoute pas beaucoup de stories à part vous autres, là, mais ça ne tentait pas pantoute d'aller s'entraîner ce jour-là, puis être allé pareil, tu sais, j'étais comme, tu te fais tellement violence. Qu'est-ce que ton corps, puis là, je pense pas que c'était ça, mais qu'est-ce que ton corps t'envoie comme message en ce moment? C'est quoi ton réel besoin? C'est-tu vraiment de te pousser de même dans le sport? C'est quoi que tu aurais besoin aujourd'hui? C'est-tu de t'obliger de te faire violence, de t'agresser toi-même à faire quelque chose? Fait qu'il y a comme tout ce concept-là où comment je peux rendre ça agréable? Comment ça peut devenir une priorité, que ce soit plaisant pour moi, puis il y a un moyen de le faire. Puis c'est là, finalement, bon, tu vois, moi aussi, je bouge. J'ai accroché le micro. Sping! Fait qu'il y a moyen de le faire. Je trouve ça intéressant, là, les réflexions parce que c'est un très gros enjeu de succès d'une guérison, d'une blessure, d'être capable de faire cette étape-là qui est tellement négligée dans nos formations. On n'est pas formé là-dessus. Puis c'est vraiment juste en se questionnant par rapport à nous, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas quand on se prend soin de nous-mêmes, en voyant nos clientes, qu'est-ce que cette cliente-là a fait pour qu'elle adhère si bien, qu'est-ce que cette cliente-là n'a pas fait ou a fait pour ne pas adhérer comme ça, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Puis je pense que comme thérapeute, on doit se questionner davantage, se remettre en question, réaliser, être honnête avec soi-même, puis arrêter de culpabiliser nos clientes? Bien, ça, c'est pour moi, c'est un gros... on utilise les red flags, là, les drapeaux rouges, tu sais, parce que moi, je l'ai vécu, ça, en tant que cliente, patiente. J'étais une très mauvaise cliente de physio. J'allais juste consulter quand j'avais mal. J'étais motivée 2 semaines. Je faisais mes exercices parce que j'étais motivée. Là, j'avais une diminution de mes symptômes. J'arrêtais. Mais c'était pas guéri, mon affaire, là. C'était patché. C'était 80. Moi, j'appelle ça la règle du 80-20, là. C'était à 80 %. Mais c'est le 20 % que tu n'as pas travaillé qui va peut-être te demander 80 % du temps que tu n'as pas travaillé, qui reste là, qui va te recauser d'autres. Fait que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. J'ai la connaissance, j'ai la compréhension. C'est mon métier. C'est ça que je fais. Je fais ça que je fais tout le temps. Qu'est-ce qui fait que moi, en tant que personne, j'ai pas cette discipline-là. Tu sais, puis là, il y avait beaucoup de jugement là-dedans. Fait que mon sentiment de compétence était très bas. J'avais du jugement envers moi-même. Voyons comment ça fait, t'es pas capable de faire ça. C'est pas compliqué, c'est 3 exercices. Hein, parce que d'habitude, si tu fais de la physio
conventionnel, c'est 2-3 exercices que vous faites ajuster aux 2 semaines ou aux 3 semaines si vous avez le temps pendant votre demi-heure ou heure de rendez-vous. Et là, je me suis dit, ouais, mais ça fait pas de sens. Il me semble que j'ai tout. Mais, et pour moi, ça a vraiment passé par mais j'ai envie, tu sais, j'ai envie d'offrir à mon corps ce qu'il a envie de recevoir. Mais ça, il n'y a personne qui dit ça à nos clients. Combien de clients t'as eu qui sont rentrés dans ton bureau et t'ont dit « Hey, je m'excuse, tu vas me chicaner, là, j'ai pas fait mes exercices. » Hey, moi, j'avais une phrase violente que j'avais entendue dans une formation que j'utilisais tellement violente. Là. T'es-tu prête à l'entendre? Oui, vas-y. C'est dur à dire tellement c'est violent, mais j'avais déjà entendu la phrase dans une formation, puis je l'utilisais là, en me trouvant bien intelligente. Là. C'était il y a 2 types de clients. Oh. Il y en a 2. Les payants puis les obéissants. Oh! C'est dégueulasse. Ouais, vomissant. C'est dégueulasse. Puis je l'ai dit à des clientes. Ouais. Tu sais, avant que je fasse tout ce cheminement-là, c'est quoi ma raison d'être sur Terre, là, tu sais? Puis comprendre tout qu'est-ce qu'on m'a conditionné comme femme, c'était quoi mon rôle selon la société, puis qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi. Il a fallu que je fasse tout ce cheminement-là avant de comprendre que c'était une phrase dégueulasse. Ouais. Tu sais, c'est tellement insensible, mais les gens savent pas tant que ce sont pas... Puis virtuellement, on n'a pas eu le choix de faire ce petit brassage-là. Là. Tu sais, comme brasser qui qu'on est au complet. Parce que quand on s'affiche virtuellement, faut se connaître. Puis les filles qui s'affichent virtuellement sans se connaître, sans avoir brassé la marde en dedans, puis ne pas être un conditionnement, tu sais, comme le reflet de son conditionnement, ils vont pas se faire voir, là. Tu sais, la seule raison pourquoi qu'on a été vus, c'est parce qu'on a brassé la marde, puis on s'est sorti de ça. Fait que fait que les celles qui nous écoutent, qui veulent performer sur le web, sachez que tu peux pas le faire juste en étant dans ton conditionnement. Fait qu'il y a toute cette remise en question-là qui est ultra douloureuse. On a tendance à se sentir toute seule, puis à tout voir après, c'est super lourd. Mais c'est ça. C'est nécessaire à faire, selon moi. Puis c'est nécessaire à faire quand on a une blessure, puis qu'on veut apprendre à prendre soin de soi. C'est nécessaire à faire de tout déconstruire. C'est quoi mon rôle? C'est quoi le but de ma journée? À quoi sert ma journée aujourd'hui? C'est quoi l'espace que j'ai dans ma vie pour moi? Mm-hmm. Tu sais, c'est tout ça qu'il faut se poser comme question. Puis les thérapeutes qui nous écoutent, guidez vos clients autour de ça aussi, parce que c'est pas vrai, là, genre, ah oui, ben là, je vais faire mes 3 exercices. Non, c'est plus compliqué que ça, l'humaine. Oui, absolument. Puis tu l'as bien nommé, là, parce que pour moi, c'était de me faire dire ça, tu vas me chicaner, tu sais. Moi, je suis là pour te guider dans ton corps. Ça reste que c'est ton choix. Tu sais, ça, c'est la partie qui est confrontante, des fois, je trouve, avec les clients. Tu sais, moi, je disais à la blague, on a tous dit des phrases, mais tu sais, quand il me disait ça, à la blague, je disais, ouais, mais moi, j'ai pas mal. C'est pas à moi, il faut que tu t'excuses. Ben c'est ça. Mais même si c'est drôle, c'est encore culpabilisant. Oui. Tu sais? Puis c'est pas ça qu'on veut, parce qu'on veut pas qu'ils fassent cet exercice par culpabilité. Non, par choix. On veut que ce soit par choix, par plaisir, parce qu'ils sentent que ça fait quelque chose, parce qu'ils ont appris à sentir que ça fait quelque chose. Parce que leur but, c'est de ne plus avoir mal au dos. Mais ton exercice, c'est pas vrai que ton dos est guéri, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ton corps comme changement? C'est ça qu'on doit valoriser. Ouais. C'est ce cheminement-là. Ouais. Là, je sais pas si t'avais... Parce que là, je t'avais dit 30 minutes par épisode, puis j'ai l'impression que c'est un échec. Fait, je sais pas si t'avais quelque chose à conclure sur ce sujet-là, qu'on voulait brasser un peu à marde, là. Fait que... je pense que si on a à conclure, on peut conclure. Il y a plein d'autres, je pense, sujets qu'on parlait de sport, de cadeaux, tu sais, parce qu'on va parler de blessures, je pense, dans un autre podcast. Fait qu'on pourra peut-être parler du cadeau des blessures dans l'autre podcast. On parlera de cadeaux dans l'autre. Mais là, pour conclure, tu sais, moi, j'aurais envie de dire, les filles, tu sais, vous n'êtes pas tout seules. Rendez votre bien-être comme une quête agréable, au lieu de rendre ça comme une quête culpabilisante, une quête de surcharge. Questionnez-vous. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça se passe comme ça, nos journées? Comment ça, j'ai pas d'espace pour moi? Puis je le sais, tu sais, comme je vous disais, la fois que la fille me dit « fais la pote à vaisselle », voyons, un bacon. Puis peut-être que quand tu l'entends, tu te dis ça, voyons, son bacon, eux autres, c'est pas si simple. Effectivement, c'est extrêmement compliqué, mais ça vaut tellement la peine de se questionner. Puis je trouve que ça vaut la peine aussi, ce questionnement-là, pas juste pour nous, dans notre bien-être à nous, puis notre raison d'être, là, mais aussi
pour que nos enfants, finalement, eux, ce soit pas aussi compliqué pour eux faire le cheminement qui est nécessaire. Tu sais, on peut-tu vraiment vivre sans faire ce cheminement-là, tu sais? Ben, je pense qu'on peut. C'est juste que c'est ce qu'on a envie d'accueillir, tu sais, comme cheminement. Dans le sens que il y a plein de gens qui choisiront jamais dans toute leur vie de faire ce cheminement-là. C'est vrai. En même temps, je me dis, pour l'avoir fait, être dedans, puis je me dis, c'est un chemin qui finit jamais. Hein? Jamais. Jamais. Ça finit C'est une le découverte. jour où... Une découverte, T'es notre plus corps, là. on va le découvrir pour toujours, à chaque jour. Toujours. Fait que pour moi, c'est comme, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Tu sais, ma vie, mon corps, ma relation avec mon corps, comment moi j'ai envie de la créer, tu sais? Est-ce que celle que j'ai en ce moment, c'est celle dans laquelle je me sens bien? Comment ça devient mieux? Puis c'est confrontant parce que Oui. ça se peut que la réponse ce soit « je me sens pas bien ». Puis malgré Seigneur. tout notre cheminement, en parlant en privé tantôt, on est dans une phase comme ça, de grosse remise en question, de « je suis qui, que je fais ». On est les deux là-dedans, fait que je trouve ça quand même drôle. Ben drôle. On pleure-tu? Je t'avoue, je suis fatiguée. Fait que c'est pas doux, tu sais. Ça demande du soutien, mais ça vaut la peine. Il n'y a rien, en tout cas. Puis là, je sais pas, je me dis, est-ce que ça, c'est un point de vue intéressant ou une pensée intéressante ou limitante que j'ai, mais je me dis, tu sais, la vie, il y a des contractions, il y a des inconforts, il y a des turbulences, tu sais, par rapport au corps, mais dans l'ensemble. Bien, comment moi, j'ai envie de vivre ça? Tu sais, comment ça devient léger, le plus léger possible. Tu sais, ça veut pas dire non plus d'avoir le gros sourire puis d'être toujours pétillant, tu sais, parce que ça peut être, je vais le vivre, tu sais, au lieu de le vivre dans le fin fond, je vais le vivre avec plus de douceur envers le corps. Votre corps aime tellement la douceur. Y a-t-il quelque chose que vous sentez mieux que quelqu'un qui va venir vous tu sais, juste déposer sa main sur votre épaule de façon douce, bienveillante, sans jugement. Tu sais, là. S'aimer soi-même. Et se peigner les cheveux comme on peigne quelqu'un qu'on aime. Oui, tu sais, oups, là, encore le micro. Moi, tu sais, j'ai ce souvenir-là de ma mère qui, le soir, me passait là, les doigts dans le front, là, puis, tu sais, c'est... Seigneur, mon corps ronronne, là. Il ronronne. Ben oui, mais on peut se faire ça soi-même. Oui, fait que, tu sais, comment... On peut s'aimer soi-même. Oui. Puis, on finit ça de même parce que je sens qu'on repart sur d'autres choses. Mais, qu'est-ce que tu venais de dire? Sourire. Moi, je pense que la journée que je vais arrêter de me sentir obligée de sourire, je vais être guérie. Non, c'est vrai? Oui, il y a une pression parce que tu parlais du bonheur, tu sais, comme, je ne me rappelle plus exactement ce que tu as dit en termes de bonheur, mais on parlait de la pression, tu sais, de prendre soin de soi. Puis performer notre bonheur, performer tout ça. C'était devenu, tu sais, comme, il parlait de la crise, quand il y a eu les grosses crises, tu sais, que là, c'était comme on avait enfin le droit d'être heureux et que maintenant, c'était une obligation d'être heureux puis d'être dans le bonheur. T'sais. Mais à vrai dire, moi, je pense pas que de pas sourire, c'est un signe de malheur. Absolument pas. Au contraire. Absolument pas. C'est qu'enfin, tu sais t'es qui, ton besoin réel, puis c'est ça. Moi, j'ai l'impression, parce que je souris tout le temps par effort, puis je me dis, Caroline, je suis épuisée de sourire, tu sais. Bien, la journée que ça va venir, de réellement, ce sourire-là, au lieu de me l'obliger, je vais avoir fait un bon bout de chemin. Fait que moi, c'est ça, je m'étais dit comme donné objectif. La journée que je me sentirais pas obligée de sourire, je vais bien aller. Imagine-toi donc. Fait qu'on finit ça de même. Bye, il gagne.